Le 0 octobre 05, Ibrahim Traoré a pris une décision sans précédent, couper l'approvisionnement en eau du Burkina Faso contrôlé par des entreprises étrangères. En un clin d'œil, la rivière, Sahel, source vitale, s'arrêta, déclenchant une crise mondiale. Mais pour les habitants de Ouagadougou, ce n'était pas un acte de sabotage, c'était une libération. Cet acte a marqué un tournant, marqué la fin d'une époque de dépendance coloniale où les rivières africaines appartenaient à des puissances étrangères. Pourquoi ce changement est-il si décisif pour l'avenir de l'Afrique ? Ce n'est pas seulement l'eau qui est en jeu, mais la souveraineté. Ibrahim Traoré vient de redéfinir le concept de pouvoir en Afrique. En 05, l'Afrique a changé la donne. Ce que beaucoup appelaient une simple crise de l'eau. Ibrahim Traoré l'a transformé en un acte de souveraineté. En rompant les contrats avec les entreprises étrangères, il a non seulement pris le contrôle des ressources naturelles du pays, mais il a aussi redéfini ce que signifie être indépendant. C'était un pari risqué, un défi direct aux puissances occidentales qui, pendant des décennies, avaient contrôlé l'Afrique à travers ses ressources naturelles. L'avenir du Burkina Faso ne serait plus dicté par les puissances coloniales ou les institutions internationales. Ce geste audacieux a bouleversé les attentes mondiales. Le monde s'est demandé si un pays pouvait réellement rompre avec l'ordre établi sans conséquences dévastatrices, mais pour les Burkinabés, cette décision n'était pas un fardeau, c'était une chance de bâtir un futur qui n'était pas enchaîné par les chaînes invisibles de la domination étrangère. Ibrahim Traoré avait pris un pari, mais il savait que le plus grand risque était de rester immobile. Il ne voulait pas seulement sauver l'eau du Burkina Faso, il voulait redonner au pays sa dignité. Le 0 octobre 05, un événement qui semblait anodin. Au départ, a secoué les fondations du pouvoir mondial, la rivière Sahel vitale pour l'Afrique de l'Ouest a été coupée. Ce n'était pas un sabotage comme l'avaient qualifié les médias occidentaux. Non, c'était une action délibérée et stratégique, un geste audacieux visant à reprendre ce qui appartenait de droit à l'Afrique, ses ressources naturelles, mais la décision de couper l'eau étrangère n'était pas simplement un acte de défiance envers l'Occident, c'était le fruit d'une longue lutte, un combat pour récupérer un bien pris de force il y a des décennies. Le contrat colonial de 947, qui plaçait la gestion de l'eau entre les mains d'une société européenne, était toujours en vigueur, un vestige d'une époque révolue mais toujours influente. Pendant près de 80 ans, la rivière symbole de la vie pour le Burkina Faso avait été exploitée pour des intérêts étrangers, privant le pays de son autonomie et de sa souveraineté. Lorsque Ibrahim Traoré est devenu président, il a hérité de cette situation absurde. Chaque ressource, chaque goutte d'eau, chaque décision liée à l'irrigation était soumise à des sociétés étrangères. Mais en étudiant de près ces contrats, il a découvert quelque chose de bien plus profond. Le peuple du Burkina Faso était en quelque sorte prisonnier de sa propre rivière. La vérité s'est imposée à lui dans l'ombre des archives nationales, où des documents vieux de plusieurs décennies révèlent des paiements secrets, des compromis, qui ont permis à des entreprises étrangères de continuer à contrôler les ressources vitales du pays Traoré, ne pouvaient pas ignorer cette injustice. Il a décidé que cela devait changer coûte que coûte, mais il savait que cette décision risquait de déclencher une réaction. En chaîne, l'Afrique ne pourrait jamais être libre si elle continuait à être dépendante de ces systèmes de contrôle coloniaux. Ibrahim Traoré n'a pas pris cette décision seul. Derrière lui, une équipe d'experts, de conseillers et de militants a joué un rôle clé dans la préparation de cette rupture historique. L'un des premiers à soutenir cette décision fut Moussa, un ancien fonctionnaire du ministère de l'Agriculture qui avait toujours vu l'exploitation des ressources naturelles comme une forme de néocolonialisme. Moussa savait que le pays vivait sous une illusion de développement imposée par des accords déséquilibrés. Lorsque Traoré a commencé à poser des questions sur les contrats d'eau et a découvert l'ampleur de la manipulation étrangère, Moussa a immédiatement vu en lui un leader capable de renverser la situation.
Mais ce n'était pas qu'un problème de politique ou de gestion des ressources. L'élément déclencheur fut une rencontre secrète avec un groupe d'activistes locaux qui avaient longtemps dénoncé la gestion coloniale de l'eau. Leurs rapports et témoignages ont révélé que l'accès à l'eau n'était pas seulement une question de survie, mais de dignité. Ce groupe a fourni des données et des analyses irréfutables sur la manière dont les entreprises européennes tiraient un profit de la situation tout en creusant les inégalités au sein de la population. Le premier impact de la décision de couper l'approvisionnement en eau a été immédiat. Des manifestations de soutien ont éclaté dans toute la capitale. Les gens étaient prêts à défendre cette nouvelle vision, même si elle signifiait des sacrifices économiques à court terme. Le SOAT était clair. Cette décision n'était pas seulement un acte de résistance, c'était un appel à l'action pour tous ceux qui se sentaient opprimés. Un signal envoyé aux puissances coloniales que l'Afrique ne se laisserait plus dicter sa destinée. Le peuple burkinabé n'était pas prêt à laisser les autres décider de son avenir. Le 0 octobre 05, Ibrahim Traoré a ordonné la coupure de l'approvisionnement en eau contrôlée par des entreprises étrangères. Ce fut un acte audacieux, impromptu, mais mûrement réfléchi. En quelques heures, les canaux qui reliaient le pays aux géants européens ont été déconnectés, les stations de pompage ont cessé de fonctionner et les réservoirs ont été fermés. À Ouagadougou, la tension était palpable. Les médias ont parfois interprété cela comme un acte de sabotage, mais pour le peuple burkinabé, c'était le début de la liberté. L'impact fut immédiat. Les ambassades occidentales ont commencé à émettre des déclarations d'alarme. L'Union européenne a convoqué une réunion d'urgence pour discuter des conséquences dévastatrices de cette décision. Mais à l'intérieur du pays, un autre sentiment régnait, celui de la libération. Les citoyens de Ouagadougou sont descendus dans les rues pour célébrer ce que beaucoup considéraient comme un acte de rébellion contre des siècles d'exploitation. Les gens étaient fiers de leur pays, fiers de leur président, même si les conséquences économiques étaient incertaines. Le FMI a réagi en suspendant un prêt destiné à financer les infrastructures hydrauliques. Les négociants en matières premières ont averti que la stabilité de la région était désormais en péril. Cependant, dans les villages et les zones rurales, les habitants ont commencé à discuter de l'avenir. La question qui dominait les conversations n'était pas « que va-t-il se passer maintenant ?», mais plutôt « pourquoi ne l'avons-nous pas fait plus tôt ?» Des ingénieurs ont été mobilisés pour auditer les infrastructures hydrauliques, et en quelques jours, des centaines de rapports ont été rédigés. Ce qui semblait être une crise pour les observateurs étrangers était en réalité un moment de reconstruction pour les Burkinabés. Ils prenaient leur avenir en main, des groupes communautaires ont commencé à se former et des réunions se sont tenues pour discuter des moyens de gérer les ressources en eau de manière autonome. Le GLP, autrefois sous la tutelle étrangère, redécouvrait son pouvoir, mais les enjeux n'étaient pas seulement politiques. Le secteur agricole, qui dépendait grandement de l'irrigation étrangère, était sous pression. Les récoltes risquaient de souffrir et les prix des produits alimentaires ont commencé à augmenter. C'était un test pour le gouvernement. Allait-il réussir à équilibrer cette transition ou l'impact économique entraînerait-il un mécontentement populaire ? La réponse ne tarda pas à venir. Les autorités burkinabées ont mis en place un plan de rationnement de l'eau tout en incitant à l'adoption de technologies locales et durables pour l'irrigation. Les producteurs agricoles ont été formés à utiliser des systèmes plus adaptés aux réalités du pays et une nouvelle dynamique économique s'est mise en place. La fermeture de la rivière, loin d'être une fin, était le début d'une nouvelle ère. Cependant, le monde extérieur n'a pas cessé de réagir. Les discussions sur des sanctions économiques ont commencé à circuler, mais Traoré n'a pas cédé. Il savait que la route serait semée d'embûches, mais le chemin était déjà tracé. Il avait donné au peuple burkinabé un but commun, et cela ne pouvait être renversé. Le cours de l'histoire avait été changé, et les cicatrices du passé commençaient à guérir. Le 0 octobre 05, le monde a observé le Burkina Faso prendre une décision
qui allait redéfinir son avenir. Le pays a coupé l'approvisionnement en eau contrôlée par des entreprises étrangères, une action qui, bien que choquante sur le plan international, s'est appuyée sur des données précises et des analyses rigoureuses. Ce n'était pas un acte impulsif, mais une décision fondée sur des années de recherche et de découvertes stratégiques. Le premier chiffre clé qui a soutenu cette action a été la quantité d'eau contrôlée par des entreprises étrangères. 85 des ressources en eau du Burkina Faso étaient sous gestion de sociétés internationales. Ce contrôle était une relique de l'époque coloniale, lorsque des accords tels que le traité de 947 ont donné aux puissances européennes la gestion exclusive de l'irrigation et des ressources hydrauliques. Ces accords ont été signés sans consultation avec la population locale et ils ont permis aux entreprises de capturer la majeure partie des bénéfices générés par l'usage de l'eau tout en maintenant les pays africains dans une position de dépendance. Le deuxième chiffre révélateur a été l'ampleur des paiements secrets effectués par les gouvernements précédents. Selon des documents découverts dans les archives nationales entre 990 et 0,5, plus de 0,0 millions de dollars ont été transférés à des entreprises européennes sous forme de paiement pour services de gestion. Ce montant qui aurait pu être utilisé pour développer des infrastructures locales et durables a alimenté un système de corruption qui a verrouillé le pays dans une relation d'exploitation. Le troisième et dernier chiffre clé est le coût économique immédiat de cette rupture. Après l'annonce de la coupure, le Burkina Faso a vu une baisse de 5 de son PIB dans les 3 premiers mois selon les premières estimations économiques. Cela a été en grande partie dû aux perturbations dans le secteur agricole qui dépendait des entreprises étrangères pour l'irrigation et l'exportation de produits agricoles. Mais ce chiffre, bien qu'inquiétant à court terme, masque les bénéfices potentiels à long terme. Les experts ont estimé qu'en réorientant les ressources et en investissant dans des technologies locales, le pays pourrait non seulement compenser cette perte, mais aussi devenir un leader régional en matière de gestion des ressources naturelles. Les projections suggèrent que d'ici 5 ans, le pays pourrait augmenter sa production agricole de 0 tout en réduisant sa dépendance à l'égard des entreprises étrangères. Les données ne laissaient aucun doute. Cette décision était fondée sur une analyse approfondie et une vision claire pour l'avenir. Ibrahim Traoré n'agissait pas par impulsion, mais en fonction de faits tangibles qui ont soutenu son choix stratégique. Pour les Burkinabés, cette rupture n'était pas simplement un acte symbolique, mais un pas concret vers un avenir plus autonome et durable. Lorsqu'Ibrahim Traoré a pris la décision de couper l'approvisionnement en eau contrôlé par des entreprises étrangères, il a fait face à 2 arguments opposés. D'un côté, ses partisans affirmaient que c'était un acte de souveraineté nécessaire pour rétablir l'autonomie du pays. De l'autre côté, ses détracteurs prévoyaient un effondrement économique imminent, affirmant que cette décision mettait en péril la stabilité du Burkina Faso. Les partisans de Traoré soutiennent que cette coupure était la seule manière de briser les chaînes du néocolonialisme et de restaurer le contrôle des ressources naturelles du pays. Selon eux, la dépendance à l'égard des entreprises étrangères depuis des décennies a empêché le Burkina Faso de développer ses propres infrastructures hydrauliques et de gérer ses ressources de manière durable. Ces partisans soulignent également que la majorité de l'eau utilisée par les entreprises étrangères était exportée à l'étranger avec peu de bénéfices pour la population locale. La décision de Traoré, affirment-ils, n'était pas seulement une question de gestion des ressources en eau, mais un acte de justice sociale pour mettre fin à l'exploitation systématique des richesses du pays par des intérêts extérieurs. En revanche, ses opposants avertissent que couper l'approvisionnement en eau entraînerait des conséquences économiques catastrophiques. Ces critiques soulignent que l'agriculture, principal secteur économique du Burkina Faso, dépendait fortement de l'irrigation fournie par les entreprises étrangères. Une rupture soudaine de cette ressource risquait de provoquer une pénurie alimentaire et d'aggraver la pauvreté. De plus, il rappelle que les sanctions internationales pourraient s'intensifier, ce qui pourrait isoler davantage le pays sur la scène mondiale, empêchant l'accès à l'aide.
humanitaire et aux investissements étrangers. Pour contrer cet argument, Traoré et ses alliés ont souligné que l'externalisation de la gestion de l'eau n'avait pas apporté les bénéfices promis. En fait, les bénéfices générés par l'exploitation des ressources naturelles étaient largement transférés à des entreprises étrangères, laissant le pays dans une situation de dépendance. Traoré a également soutenu que le Burkina Faso possédait les compétences nécessaires pour gérer ses propres ressources en eau, en formant des ingénieurs et des spécialistes locaux, et que des technologies durables pouvaient être mises en œuvre à long terme. Ainsi, la décision de Traoré, loin d'être un acte impulsif, reposait sur une vision claire, l'indépendance économique et la souveraineté nationale ne pouvaient être obtenues que par la reprise du contrôle sur les ressources essentielles. Le fleuve Sahel n'était plus sous contrôle étranger, cela a marqué un tournant majeur après des mois de tensions et d'incertitudes. La coupure de l'approvisionnement en eau a atteint son apogée. Ce n'était plus une simple crise économique ou politique. L'Afrique avait montré sa capacité à se défendre elle-même. Pour la première fois depuis des décennies, un pays africain avait pris une décision qui allait à l'encontre des intérêts étrangers et des règles imposées par les puissances coloniales. À Ouagadougou, les rues se sont remplies de citoyens fiers, célébrant un acte qui semblait à la fois audacieux et inévitable, mais le véritable changement ne résidait pas dans cette action aussi importante. Fut-elle ce qui a marqué le véritable tournant ceste, l'idée qui l'a accompagné, le pouvoir de l'Afrique, de gérer ses propres ressources sans être tributaire des nations étrangères. Le monde, bien que choqué par la décision, a dû accepter la nouvelle réalité. Les premières réactions internationales ont été sévères, mais cette rupture a paradoxalement renforcé le sentiment de fierté et d'unité au sein de la population burkinabé. Le pays était prêt à affronter les défis qui l'attendaient. La décision de couper l'approvisionnement en eau a eu des répercussions profondes et immédiates, touchant différents secteurs du Burkina Faso. Les effets se sont fait sentir à la fois sur le plan économique, social et politique et ont créé des défis pour divers groupes au sein du pays Nom-Guenondon. Les agriculteurs ont d'abord ressenti les effets de cette décision de la coupure de l'eau. Les terres agricoles qui dépendaient de l'irrigation étrangère ont vu leur rendement baisser de manière significative. Cependant, ce n'était pas une simple catastrophe. Grâce à l'initiative du gouvernement, les agriculteurs ont été formés à utiliser des systèmes d'irrigation locaux plus durables. En quelques mois, certains ont commencé à voir une augmentation de leurs récoltes, non pas grâce à des solutions importées, mais par la mise en place de technologies adaptées aux conditions locales. Si cette transition était difficile au début, elle a finalement ouvert la voie à une plus grande indépendance alimentaire. Yamzangyep Dien, les entreprises locales, particulièrement celles du secteur de l'agriculture et de l'exportation, ont dû faire face à des perturbations. Les prix des produits agricoles ont augmenté à court terme et la crise de l'eau a mis à l'épreuve la capacité des entreprises à se réorganiser rapidement. Toutefois, à mesure que la situation s'est stabilisée, de nouvelles opportunités se sont ouvertes pour ces entreprises de s'engager dans des partenariats plus équitables. L'idée que l'Afrique pourrait gérer ses propres ressources en eau a conduit à un afflux d'investissements dans des projets locaux de gestion durable des ressources naturelles. En conséquence, certains secteurs ont commencé à prospérer avec une plus grande autonomie vis-à-vis des entreprises étrangères. Pour la population en général, la coupure a d'abord été vécue comme un choc suivi d'une mélange d'inquiétude et de fierté. Le rationnement de l'eau a causé des désagréments, mais la solidarité entre les communautés a rapidement pris le dessus. Les Burkinabés ont trouvé des solutions locales pour gérer l'eau, comme la collecte des eaux de pluie et l'installation de réservoirs de stockage. Plus que tout, cette crise a renforcé le sentiment d'appartenance à une nation capable de prendre des décisions importantes pour son avenir. En outre, une prise de conscience générale de la nécessité d'une gestion plus équitable des ressources naturelles s'est rapidement installée parmi la population. Rekat tổ chức quốc tế và các nhà đầu tư capitalist organizations internationales et les investisseurs étrangers ont réagi avec une forte résistance.
L'Union européenne et le FMI ont intensifié leurs critiques, évoquant des sanctions économiques et une instabilité régionale accrue. Les entreprises d'infrastructure, autrefois en charge de la gestion des ressources en eau, ont vu leurs contrats annulés, perdant ainsi une partie de leur influence en Afrique de l'Ouest. Pourtant, cette réaction n'a pas eu l'impact escompté. Si les sanctions ont effectivement entraîné des difficultés économiques à court terme, elles ont aussi conduit à une prise de conscience des pays africains qu'il pouvait se passer de l'aide extérieure. En conséquence, des partenariats plus locaux et durables ont commencé à émerger, donnant naissance à un nouveau type de coopération, l'impact immédiat de la décision de couper l'approvisionnement en eau a laissé le pays dans une période d'incertitude. Les 6 mois suivants ont été cruciaux pour déterminer l'avenir du Burkina Faso, tant sur le plan économique que politique. 3 scénarios distincts ont émergé de cette situation, un scénario de base, un optimiste et un pessimiste de base scénario. Dans le scénario de base, le Burkina Faso traverse une période de turbulence économique modérée. La coupure de l'eau entraîne une légère récession à court terme avec des pénuries alimentaires et des hausses de prix. Cependant, les réformes internes, notamment dans la gestion de l'eau et l'irrigation, commencent à porter leurs fruits. Les agriculteurs soutenus par des programmes d'éducation et des technologies locales retrouvent peu à peu leur autonomie. La solidarité communautaire se renforce et le pays commence à se stabiliser. À l'international, les sanctions sont levées progressivement et le Burkina Faso parvient à négocier des accords plus équitables. Le pays, bien que confronté à des défis, adopte une posture résolue et voit sa souveraineté renforcée, optimistique. Scénario. Le scénario optimiste imagine un avenir où les décisions prises par Ibrahim Traoré sont perçues comme visionnaires. Le pays réussit à surmonter les difficultés économiques grâce à une gestion efficace de ses ressources locales. Les investissements dans l'agriculture durable et la gestion de l'eau portent leurs fruits plus rapidement que prévu, avec une augmentation significative de la production agricole. Le Burkina Faso devient un modèle de souveraineté alimentaire et de gestion des ressources naturelles en Afrique. À l'échelle régionale, d'autres pays commencent à suivre l'exemple, renforçant ainsi l'unité continentale. Sur le plan diplomatique, les relations avec les pays voisins s'améliorent car le Burkina Faso devient un leader dans la lutte pour une Afrique indépendante et autosuffisante, pessimiste, worst case scénario. Dans le pire des cas, le Burkina Faso fait face à des tensions internes croissantes, une inflation galopante et des pénuries de biens essentiels. Les sanctions économiques restent en place et le pays est confronté à une pression accrue des puissances internationales. Le secteur agricole peine à se rétablir et la pauvreté augmente exacerbée par une crise de l'eau non résolue. Le gouvernement, bien que déterminé, se retrouve dans une position de plus en plus isolée avec des manifestations internes et des divisions politiques. À l'international, le Burkina Faso devient un paria et des conflits diplomatiques éclatent avec les pays voisins qui pourraient se voir contraints de prendre des mesures contre ce modèle de défiance envers l'ordre international. Recommandation: dans tous les scénarios, il est essentiel que le Burkina Faso conserve une vision claire et cohérente de son avenir. L'option la plus prudente est de se concentrer sur un modèle d'autosuffisance et de résilience tout en recherchant des alliés régionaux et internationaux qui partagent une vision de souveraineté et de développement durable. Une gestion prudente des ressources internes accompagnée d'une diplomatie habile permettra de surmonter les défis même dans les pires scénarios. Le moment où Ibrahim Traoré a ordonné la coupure de l'approvisionnement en eau a marqué bien plus qu'un simple tournant politique pour le Burkina Faso. C'était un cri de liberté, un acte de réclamation de l'indépendance face à un monde de plus en plus globalisé où les nations africaines sont souvent laissées à la merci des puissances étrangères. Pour les Burkinabés, c'était la reconquête de leur dignité. Mais ce n'était pas uniquement une question de politique ou d'économie. C'était aussi une lutte pour l'humanité,
pour l'avenir des générations à venir, en repoussant l'influence étrangère sur les ressources vitales de son pays. Traoré a donné à chaque citoyen du Burkina Faso un message fort. Vous avez le pouvoir de changer les choses, ce n'était pas une simple victoire pour un pays, mais un modèle pour toute l'Afrique. Pensez à votre propre situation, à vos propres ressources. Combien de fois avons-nous été confrontés à des choix difficiles où la décision de défendre ce qui nous appartient semblait impossible face aux pressions extérieures? À travers l'histoire de Traoré, chacun d'entre nous peut voir une réflexion de ses propres luttes et de son potentiel à transformer les adversités en opportunités. Au-delà de la politique et de l'économie, ce qui a touché profondément le cœur des Burkinabés, c'était l'idée de se réapproprier leur histoire, leur haut et leur futur. Et ce n'était pas seulement le changement des infrastructures qui comptait, mais le changement de mentalité et l'eau, comme tout autre bien essentiel, appartient à ceux qui la préservent et qui en ont besoin après la coupure de l'approvisionnement en eau. Ibrahim Traoré et son gouvernement ont élaboré un plan stratégique pour restaurer l'autonomie hydrique du Burkina Faso et garantir une gestion durable de ses ressources. Ce plan CEST, articulé autour de plusieurs étapes clés conçues pour renforcer la résilience nationale tout en répondant aux défis immédiats et à long terme. Mobilisation des compétences locales. Dès le mois suivant la coupure, Traoré a ordonné la formation de milliers d'ingénieurs et de techniciens locaux spécialisés dans les systèmes d'irrigation durable. Ce programme de formation a été mis en place en collaboration avec des universités et des centres de recherche locaux. L'objectif était de réduire la dépendance à l'égard des entreprises étrangères et de construire des solutions adaptées aux réalités du pays. Cette initiative a permis au Burkina Faso de renforcer sa capacité d'autogestion, récupération et réutilisation des ressources locales. En parallèle, des projets communautaires ont été lancés pour collecter l'eau de pluie et stocker l'eau de manière plus efficace. Des réservoirs locaux ont été installés dans les régions rurales, réduisant la pression sur les canaux d'irrigation traditionnels. Ces solutions ont permis de maintenir l'agriculture tout en économisant l'eau et ont préparé le pays à une gestion plus indépendante de ses ressources, diversification de l'économie. Le gouvernement a également mis en place un plan pour diversifier l'économie en réduisant la dépendance du pays à l'agriculture irriguée. Des investissements ont été orientés vers le secteur énergétique et la production locale de biens essentiels. Cela a permis de créer de nouveaux emplois et de préparer le pays à une croissance plus équilibrée et durable. Diplomatie économique. Enfin, Traoré a renforcé la diplomatie économique en cherchant des partenariats régionaux et internationaux pour soutenir les projets d'infrastructure, en particulier dans les secteurs liés à l'eau, l'énergie et l'agriculture durable. Le pays a négocié des accords avec ses voisins et d'autres nations africaines pour promouvoir un modèle de développement plus autonome et interconnecté. Quelques mois après la coupure de l'approvisionnement en eau, un événement symbolique a eu lieu sur les rives de la rivière Sahel. Les citoyens burkinabés, unis par une nouvelle conviction, ont organisé une cérémonie de réouverture de l'eau. Mais ce n'était pas simplement un geste de restauration de l'approvisionnement en eau, c'était un acte symbolique de la souveraineté, retrouvé un moment de célébration collective où le pays cesse réapproprier sa rivière, mais aussi son destin. Ibrahim Traoré, debout sur le rivage, regardant les eaux coulantes, a rappelé à son peuple ce qu'il avait dit quelques mois plus tôt: l'eau n'appartient pas aux puissances étrangères, elle appartient à ceux qui la protègent. Ce n'était pas une promesse vide, mais un engagement réitéré par chaque goutte d'eau qui traversait à nouveau la rivière. Ce moment n'était pas seulement un retour à la normale, mais un appel à l'action pour l'avenir. Chaque pas fait depuis ce jour était un pas vers une Afrique plus forte, plus unie et plus indépendante. Le fleuve Sahel, symbole de la lutte et de la résilience, n'était plus simplement une ressource, il était devenu un symbole vivant de la souveraineté africaine. Le Burkina Faso a pris une décision audacieuse, un acte de courage qui a résonné à travers l'Afrique et au-delà. Mais ce n'est pas seulement l'histoire de ce pays
ou de son président, c'est une histoire qui nous concerne tous, un rappel puissant que le changement est possible lorsque nous agissons collectivement guidés par un sens profond de justice et de dignité. Alors que le monde continue de se transformer, réfléchissons à ce que nous pouvons faire à notre propre niveau pour défendre nos droits, protéger nos ressources et soutenir les actions qui favorisent la souveraineté et l'indépendance. Parfois la lutte n'est pas juste contre des forces extérieures, mais contre notre propre inertie. Partagez cette histoire, faites entendre la voix de ceux qui se battent pour un avenir plus juste. Ensemble, nous pouvons contribuer à un monde où les nations sont libres de choisir leur propre chemin et où chaque geste, aussi petit soit-il, peut devenir un symbole de changement durable.